Alors, nous sommes Nicole et Jisuk, étudiantes en master conseil éditorial, anciennement étudiante de la philosophie des sciences. Merci d'abord pour cette discussion bien enrichissante et intéressante, Amel et Sophie et Karine. On espère de prendre le relais de la parole. Alors, nous vous invitons à la table ronde pour lancer une question sur la relation entre la science et la société, à la dernière représentée parfois par la notion de la société de la connaissance. Ces notions étaient proposées par le journaliste et philosophe Peter Drucker en 1969 pour indiquer un changement de paradigme social dont la connaissance devient une matière première. Ceci dit, la connaissance est une entité essentielle dans notre société, comme le capital et les ressources naturelles. La science bénéficie notre société grâce à la création de nouvelles connaissances et surtout, elle vise à répondre aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la santé de l'océan ou préserver la biodiversité. Son impact est crucial dans la prise de décisions gouvernementales, dans les choix professionnels jusqu'aux choix personnels. Donc, il est indispensable pour les citoyens aujourd'hui de connaître les actualités scientifiques. Pourtant, comme on sait très bien, la science ne parle pas avec un langage courant. Le langage de la science est difficile à comprendre tel qu'il est pour les citoyens qui n'ont pas une culture scientifique, mais aussi pour les scientifiques provenant de différents domaines. Nous voyons également que la méfiance envers la science se développe face aux mesures sanitaires, au changement climatique. Ainsi, la vulgarisation de la science et l'instauration d'un dialogue entre la science et la société devient un des enjeux les plus importants à soulever la question. Nous posons ensuite cette question, comment peut-on réconcilier la relation entre la science et la société? Quels sont les enjeux importants à aborder dans ce dialogue? Quels sont les rôles des parties prenantes, à savoir les scientifiques, les citoyens et les communicants? Nous allons traiter ces questions grâce à nos trois intervenants, Vincent Israël Jost, Karine Demous-Labouge, Jérôme Santolini. Et d'ailleurs, on laissera l'espace aux questions au public à la fin de la troisième intervention. Alors, nous introduisons notre premier intervenant, Vincent Israël Jost. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vincent, Enchanté. vous êtes double docteur en sciences et en philosophie et nous avons entendu que votre sujet principal est à développer une philosophie qui dialogue de manière intime avec les pratiques scientifiques. Pour ouvrir notre discussion, on aime bien savoir votre opinion sur cette question. En tant qu'un spécialiste de philosophie des sciences et d'éthique de la recherche, comment pensez-vous la relation actuelle entre science et société? Est-ce qu'elle partage une relation saine ou toxique? Est-ce qu'il y a une rupture de dialogue? Ouais. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, je salue toutes les personnes, celles que je connais et puis celles que je ne connais pas. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer de visu une autre fois. Alors, pour commencer à répondre à votre question, je dois dire d'abord que j'ai accepté d'intervenir, pas spécialement parce que je suis un spécialiste de communication scientifique, ce n'est pas le cas, mais effectivement parce qu'il y a cet enjeu d'un diagnostic à poser sur les relations entre science et société, et je me sens un peu moins démuni sur ce thème. Donc, ce que je vais faire dans mon intervention, c'est poser cette question d'un dialogue cassé ou pas entre science et société. C'est une question qui fait écho à la première partie du titre de la journée, hein, réconcilier science et société. On a bien, dans les deux cas, une interrogation sur l'état des relations entre science et société. Et puis, les deux titres suggèrent, même si c'est en tournure interrogative, qu'un écart s'est creusé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une cassure, d'une rupture, d'une fâcherie, d'une incompréhension? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette idée-là d'une cassure, ça renvoie aussi à un temps antérieur où ça allait mieux.
Une réconciliation, ça a lieu entre deux individus qui sont fâchés, mais qui ne l'étaient pas dans un état antérieur. Tout comme la cassure, ça peut avoir lieu que s'il s'est trouvé un temps lors duquel le dialogue, par exemple, n'était pas cassé. Donc, j'ai cette première question qui émerge. Est-ce qu'on a raison de formuler les choses ainsi? Est-ce qu'on peut dire que science et société ont pu, à d'autres époques, dialoguer de manière harmonieuse, en tout cas plus harmonieuse qu'aujourd'hui? On sait que les relations ont souvent été houleuses. J'entendais parler tout à l'heure dans la table ronde précédente ou peut-être encore celle d'avant de l'affaire Galilée. Bon, un exemple parmi énormément d'autres de difficultés entre science et société à une époque où celle-ci est encore très fortement régie par la religion. Mhm. En tout cas, le récit courant voudrait que la modernité ait quand même été une phase d'acceptation assez bonne des idées scientifiques par la société dans une atmosphère plus apaisée, et ce à peu près jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, Mhm. certaines personnes ont parlé de ce supposé âge d'or comme une époque régie par l'idéologie du progrès, ouverte en particulier aux avancées scientifiques, qu'elles soient théoriques sur la cosmologie, la mécanique quantique, la théorie de l'évolution, tout ce que vous voulez, ou sur les domaines plus pratiques, comme les avancées médicales, vaccination par exemple, ou tous les produits des technosciences. En tout cas, selon ce même récit, avec l'après-guerre, donc milieu XXe siècle, commencerait quand même une nouvelle époque, une époque de contestation de sciences, qui vont désormais être perçues comme ayant contribué non plus seulement au progrès, au bien-être, au confort et à la sécurité, mais aussi au meurtre de masse ou encore à la terreur atomique. Alors, on a divers travaux sociologiques qui ont permis de théoriser cette perte de confiance de la société Oui. envers les sciences, décrivant par exemple une société post-fordiste, à savoir une production de masse avec le confort apporté à grande échelle, mais qui commence à être délocalisée, provoquant chômage et désespoir. Décrit aussi une société du risque chez Ulrich Beck, c'est assez connu, donc un risque qui est désormais moins porté par la nature que par les catastrophes humaines, comme celle de Tchernobyl, du sang contaminé, de l'amiante, etc. Décrite encore comme modernité liquide, c'est-à-dire une instabilité radicale, une précarité qui ont pris le relais du progrès linéaire, de la planification qui régissait la vie jusqu'ici. À ça, il faut ajouter, on vient d'en parler aussi, le développement encore assez récent des réseaux sociaux qui ont absolument débridé à la fois l'expression et la diffusion massive des opinions individuelles, au point qu'on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se posent en système concurrent à la science, bien que, évidemment, perméable aussi aux idées véhiculées par la science. On l'a rappelé, c'est eux qui contribuent à colporter les fake news, à renforcer le complotisme et plus généralement une tendance à faire son shopping un peu parmi les croyances qui nous arrangent. Et puis, les réseaux sociaux contribuent aussi pour une large part au chaos qui semble régner dans des sources d'informations désormais beaucoup moins centralisées et beaucoup moins hiérarchisées qu'auparavant. Voilà, donc en tout cas, on a tous ces différents aspects de la vie actuelle qui permettent de comprendre pourquoi et comment la société a pris ses distances par rapport à l'idée d'une science en laquelle une confiance pleine et entière pouvait être placée. Et pour finir de mettre en place ce contraste entre l'époque révolue d'une société se confiant aux sciences et une société désormais défiante, je peux citer le sociologue des sciences Harry Collins, qui, dans une interview qui date de 2009 pour Scientific American, parlait du point culminant de l'autorité de la science qui se situe dans les années 50, donc dans l'immédiat après-guerre, juste à ce moment clé où ça commence à bifurquer. Donc, je le cite. À cette époque, on pouvait voir dans des programmes télévisés de forte audience un scientifique en blouse blanche prenant la parole et faisant autorité sur presque n'importe quel sujet ayant trait à la science, et parfois sur des sujets extérieurs à la science. Fin de citation. Alors évidemment, j'ai identifié ici un changement notable par rapport à cette époque, cet âge d'or, comme je disais tout à l'heure, qui s'achève au milieu du XXe siècle. Donc, il y a un décrochage
dont on a vu qu'il était relativement bien documenté et théorisé dans la littérature sociologique depuis le milieu du XXe siècle. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que ce n'est pas tellement finalement le dialogue qui est cassé, c'est plutôt la confiance. Et puis aussi une certaine forme de soumission à l'autorité de la science. Et au fond, on pourrait aussi penser que seule une émancipation de ce genre, c'est-à-dire l'ouverture quand même d'un espace critique et d'expression face à des sciences moins imposantes, que ce soit ça qui permette aussi d'instaurer véritablement un dialogue. Parce que autant on peut affirmer qu'une relation, disons, plus simple et moins désordonnée, ou plus facile existait quand on fait référence à ce temps passé qui embrassait le progrès, autant il n'est pas certain que cette relation donnait lieu à un dialogue ou alors à une forme de dialogue très, très rudimentaire que pour reprendre l'exemple de Harry Collins, on pourrait plutôt assimiler à un monologue de la science non contesté par la société. Donc, j'aimerais conclure cette première phase de mon propos en disant qu'effectivement, on peut bien identifier une cassure, une fracture ou un décrochage dans les relations entre sciences et société, mais que ça ne porte pas tellement, me semble-t-il, sur la qualité du dialogue, plutôt sur une perte d'autorité ou d'un certain type d'autorité de la science. Alors, dans le temps qui me reste, ce que j'aimerais faire, c'est poser quelques éléments de réflexion quant à la manière dont cette défiance de la société face aux sciences pourrait quand même servir le dialogue et permettre de rebâtir une nouvelle forme d'autorité. Alors, c'est évidemment tentant d'idéaliser la période antérieure, de l'imaginer plus harmonieuse, plus simple, sans toutes les complications liées aux fake news, au complotisme dont je parlais tout à l'heure, même si ces périodes-là étaient probablement pas immunisées non plus contre tout ça. Et donc, comme j'ai conclu qu'à la source du dérèglement se trouve sans doute un déclin d'autorité, on peut penser qu'il faudrait un rétablissement de l'autorité scientifique. Et la question deviendrait alors, que peut-on faire et par exemple, que peut la communication pour rétablir l'autorité de la science? Seulement, il me semble que la notion d'autorité est souvent comprise d'une manière obtuse, qui la rapporte systématiquement à celle d'une domination indiscutable et donc d'un rapport de force dans lequel la partie dominante impose sa parole, impose sa vision, ses ordres à la partie dominée. Et l'usage même du mot autorité et de ses dérivés, notamment autoritarisme, ça renvoie à des systèmes militaires, dictatoriaux, avec une chaîne de commandement parfaitement verticale où la critique n'a pas sa place. Et si cette association entre autorité et autoritarisme est si tenace, c'est peut-être aussi qu'elle est de bon sens. On ne voit pas immédiatement pourquoi il faudrait la penser différemment, ni comment le faire, surtout, le cas échéant. Quand on pense à l'autorité du maître ou de la maîtresse d'école, la première image qui vient à l'esprit, c'est celle du silence qui règne dans la salle. On entend une mouche voler et puis un coup de règle lancé sur les doigts des élèves récalcitrants. C'est des choses comme ça. Et pour la question qui nous concerne ici, on peut être tenté de se dire que le récit scientifique devrait faire autorité de cette manière forte, comme la parole d'un dictateur, puisque justement les résultats scientifiques sont issus d'un processus hautement sélectif avec des millions de personnes hautement diplômées qui collaborent, et puis les travaux laissés par les plus grands génies des différentes époques. Alors pourquoi faudrait-il que la science joue les modestes et ouvre un espace d'expression qui devient vite espace de contestation? Ce serait oublier que l'autorité pensée, construite de cette manière, n'est ni la plus forte, ni la plus noble, ni surtout la plus durable. On a assez dit combien la science n'était pas infaillible, qu'elle avance à tâtons en faisant des erreurs, qu'elle laisse parfois s'exprimer les mêmes biais que ceux dont souffrent nos sociétés. Et donc, construire son autorité comme celle d'un dictateur, c'est-à-dire en la présentant comme incontestable, ça revient à essayer de masquer tout ce qui est contestable et qui devrait être contesté, y compris de l'extérieur. Et en fait, ce que je décris là, de la refonte de l'autorité de la science, me semble s'inscrire dans une problématique encore plus générale de la refonte de l'autorité tout court aujourd'hui.
qu'il s'agisse de l'autorité de nos représentants politiques, décriés souvent, de celle des parents et des instituteurs qui ont graduellement abandonné les châtiments corporels, les humiliations, de la police, des arbitres de foot même, si vous voulez, autant de contextes dans lesquels la relation doit à la fois continuer d'être une relation d'autorité, hein, d'instituer un respect de la partie faisant autorité et une acceptation du fait qu'au moins à un certain niveau, c'est elle qui donne le ton, c'est elle qui dirige, mais le tout en réinventant ce qu'est une forme d'autorité qui ne s'appuie plus sur la terreur ou sur une domination totale et une relation surtout à sens unique. Et de même que la police est sans cesse confrontée aux échecs d'une doctrine éculée en matière de maintien de l'ordre, parce que dérivant du même dogme de l'autorité fondée sur la domination et la force, de même qu'être parent aujourd'hui, c'est mieux comprendre les étapes de développement et composer avec les difficultés propres à chaque âge en essayant de garder son sang-froid et sa bienveillance autant que possible, eh bien, la science aura tout à gagner, à mon avis, à mieux comprendre la société dans laquelle elle évolue, à mieux se comprendre aussi elle-même comme prenant part à cette société et non flottant au-dessus. Alors, il ne s'agit donc pas de renoncer à l'autorité de la science, d'abandonner l'idée que sur certaines questions, la science porte une parole incontournable, mais il s'agit de déterminer les conditions d'un dialogue entre science et société qui puisse ouvrir, recontextualiser, critiquer et élargir la matière scientifique, et puis ainsi la rendre à la fois plus pertinente, plus audible, et contribuer même éventuellement à son élaboration. Alors, ces réflexions, elles ne sont pas très nouvelles, hein. Je crois qu'il ne faut jamais manquer quand même de les remettre sur la table, parce qu'en dépit des efforts pour promouvoir les sciences participatives, créer des dispositifs de médiation scientifique ou vulgarisés, eh bien, on manque encore d'une véritable philosophie politique des sciences qui nous dirait mieux quelle place la science pourrait occuper dans l'espace public et la nature du lien entre science et société. Donc voilà, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin, simplement soulever cette question. Comment envisageons-nous le rapport entre science et société? Sur quel mode la réconciliation devrait-elle avoir lieu? Mais je crois que si c'est la question du dialogue qui est posée, eh bien, en dépit des grandes difficultés évoquées quant au rapport entre science et société, le dialogue, lui, me semble désormais possible sur des bases peut-être plus intéressantes aujourd'hui que par le passé. Et voilà, j'arrête ici. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, nous avons besoin d'une philosophie politique pour déterminer la place de la science au champ de discours. Et donc, d'après vous, en fait, la communication horizontale plutôt que la communication descendante pour la science, est-ce qu'elle est possible? Et si elle est possible, dans quelle approche plutôt épistémologique qu'on peut garder en tant que communicant? Bah, moi c'est sûr que je plaide pour un rapport qui témoigne d'une horizontalité plus grande, mais parce que je pense que c'est de toute façon, c'est dans l'air du temps. Enfin, on ne peut rien faire contre ça. Quand on regarde en arrière avec une vision passéiste et puis qu'on regrette ce temps de l'autorité, comme je le disais tout à l'heure, hein, du maître d'école ou du scientifique en blouse blanche qui vient sur les plateaux et puis qui peut asséner sur des vérités sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut oublier ça de toute façon parce que ça ne va pas dans le sens de notre époque. Donc, il faut penser le rapport de manière plus horizontale, Mhm. aussi bien sur la communication que sur tout le reste, je pense, hein. Et en même temps, bah, c'est extrêmement difficile parce que je pense que la notion d'autorité est très chargée. Elle est très chargée de ce rapport vertical, de ce rapport bah voilà, lié, comme je le disais, à tous ces mots d'autoritarisme, de Mhm. chaîne de commandement, d'une parole incontestable. Bah, Mhm. la science est devenue contestable. En tout cas, de fait, elle est contestée.
C'était très, très intéressant hein, d'entendre Karine Delrieux, que je salue d'ailleurs, s'exprimer à ce sujet et parler de cette manière de repenser comment communiquer aujourd'hui. On est obligé de repenser tout ça, de se mettre finalement dans la peau de quelqu'un qui doit comprendre l'autre. Ce qu'on Oui, n'avait pas forcément à faire à l'époque. Hein, quand je parle des années 50, du début du XXe siècle, c'est pas forcément de cette manière-là que la communication scientifique ou autre avait lieu. Aujourd'hui, on voit un grand institut scientifique comme l'INSERM se poser ce genre de questions. De quelle manière est-ce qu'on doit s'adresser aux gens, aux tout venants, à ceux qui n'ont pas forcément les clés pour ni décortiquer l'information scientifique, ni hiérarchiser les sources d'information, qui n'ont pas beaucoup de temps, comment on rend nos messages punchy, etc. etc. Bah ça témoigne déjà d'une horizontalisation du rapport au sens où la partie dominante doit prêter attention à la partie dominée, entre guillemets, hein, dans ce rapport-là. merci beaucoup, Vincent, pour votre intervention. On aime bien introduire maintenant notre deuxième intervenant et rappelons que le discours sera ouvert au public après, après terminer toutes les interventions. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue, Madame Demuth-Labuse. Merci d'être là. Et vous êtes maître des conférences en biochimie et bioéthique à l'Université de Paris-Saclay. Et aujourd'hui, vous allez aborder le sujet de la responsabilité sociale du chercheur. Du coup, est-ce que vous pensez que les scientifiques doivent s'engager directement dans la communication au grand public et quel impact ces rôles du chercheur auraient sur les rapports entre la société et la science? Bonjour à tous, merci à vous pour votre invitation et pour votre question. Donc, je vais essayer d'y répondre en abordant effectivement le rôle du chercheur dans la communication scientifique et l'apport spécifique qui, à mon sens, pourrait être le sien en termes d'amélioration des relations sciences-société. Alors, pour commencer, je rappelle que l'implication directe, comme vous dites, du chercheur dans la communication scientifique grand public constitue l'une de ses missions, telles qu'elles ont été définies par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France dans la loi du 15 juillet 82, donc c'est ancien. Cette loi, comme d'ailleurs le Code de la recherche, stipule en effet que les chercheurs ont notamment pour mission de diffuser l'information et la culture scientifique et technique dans toute la population. Alors, l'implication du chercheur dans la communication scientifique est par ailleurs un devoir éthique qui relève de sa responsabilité sociale. Alors, pour rappel, le chercheur est en effet socialement responsable de différentes choses. D'une part, évidemment, il est responsable de la valeur et de la finalité de ses travaux, c'est-à-dire de l'impact des connaissances qu'il apporte. D'autre part, il est responsable de la manière dont se construisent les savoirs, c'est-à-dire la manière dont se fabriquent les vérités scientifiques. Et enfin, il est responsable de la manière dont ces savoirs se partagent à la fois au sein de sa communauté et partage dans l'espace public. Alors, en quoi et comment l'exercice de cette responsabilité peut-il contribuer à rapprocher science et société? Il me semble qu'il le peut, car le statut de chercheur, enfin le statut d'acteur de la recherche, c'est-à-dire la pratique de la recherche, en fait, confère au chercheur à la fois des connaissances et des compétences qui lui permettent tout simplement de produire un discours véritablement éclairant sur la science et la recherche scientifique. Alors, pour ne pas rester trop théorique, mais illustrer mon propos, je vais présenter rapidement peut-être 4 éléments d'un tel discours que le chercheur peut produire. Alors, premièrement, à partir de ces travaux, le chercheur peut contextualiser les données et les résultats qu'il partage, en précisant notamment l'état de l'art et le contexte scientifique et technologique dans lequel ils ont été obtenus, ces résultats. Si l'on prend l'exemple des vaccins anti-SARS-CoV-2 et l'extraordinaire rapidité de leur développement,
Un chercheur en virologie, mais aussi en immunologie ou en cancérologie, aurait pu préciser que ce que l'on a longtemps nommé les nouvelles plateformes vaccinales, vous savez, les plateformes technologiques support de la production des vaccins à matériel génétique viral, on parlait d'ARN messager tout à l'heure, eh bien, ces plateformes étaient en fait préexistantes à la pandémie de Covid-19. Il aurait aussi pu préciser que les savoirs qu'on avait accumulés lors des épidémies précédentes de SRAS et de MERS, qui étaient aussi dus à des coronavirus émergents comme la Covid-19, eh bien, ces savoirs avaient permis préalablement d'identifier à la fois, par exemple, les antigènes à cibler pour développer les vaccins, pardon, et les modèles animaux permettant d'expérimenter les vaccins candidats. Et ces deux exemples, mais ces précisions sont importantes parce qu'elles permettent d'inscrire les nouveaux vaccins, et vraiment, il faut mettre tous les guillemets possibles au terme nouveau, les nouveaux vaccins, de les inscrire dans la prolongation des développements en fait, scientifiques qui étaient entrepris depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. Ainsi, un discours les apportant aurait certainement été plus juste et surtout moins anxiogène, enfin pas surtout, les deux, plus juste et moins anxiogène, que les discours sur l'innovation technoscientifique qui ont été très relayés par, on va dire, la plupart des médias et par les réseaux sociaux. Car ces discours, ça a été évoqué tout à l'heure, ils sont pris dans une rhétorique de la promesse, et donc, effectivement, ils sont source de fascination, d'espoir, mais aussi, ils génèrent de l'inquiétude. Et cette inquiétude participe à la méfiance à l'égard de la science. Donc, premièrement, le chercheur peut contextualiser les données qu'il partage. Deuxièmement, grâce à sa pratique, le chercheur peut œuvrer à l'appropriation de la démarche scientifique, c'est-à-dire, pas juste les résultats, mais la démarche. Il peut transmettre la manière dont se construisent les savoirs, tout simplement, scientifiques. Il peut, par exemple, rappeler les fondements de la démarche scientifique, c'est-à-dire les valeurs épistémiques sur lesquelles elle repose. On peut citer l'incertitude, la cohérence, le pouvoir explicatif, la réfutabilité, la reproductibilité, etc. Et il peut, d'autre part, c'est important, décrire les multiples étapes de production des savoirs scientifiques. Formulation d'une problématique à partir d'un contexte et à partir de savoirs antérieurs aussi, on ne part pas de rien. Formulation d'hypothèses, élaboration d'un protocole d'étude qui est basé sur des méthodologies à la fois fiables et transparentes. Obtention d'autorisation des instances d'évaluation scientifique et éthique des projets scientifiques. Expérimentation, bien sûr. Ensuite, après, validation méthodologique des données obtenues, interprétation de ces données à la lumière de celles qui ont été obtenues par d'autres méthodologies, d'autres chercheurs, dans d'autres contextes. Et puis enfin, validation par les pairs. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes. Et ce faisant, c'est-à-dire en apportant ces précisions, eh bien, le chercheur peut participer à déconstruire à la fois le relativisme et des visions un petit peu réductrices de la science. Je vais prendre des exemples. En ce qui concerne le relativisme, si on reprend l'exemple de la Covid-19 et cette fois-ci l'épisode du LancetGate, vous savez, je fais référence à l'article publié puis rétracté très rapidement par ce journal, le Lancet, relatif à l'efficacité de l'hydroxychloroquine, eh bien, les précisions que j'évoquais auraient permis plusieurs choses. Elles auraient d'abord permis d'illustrer quand même la mobilisation et l'efficacité de la communauté scientifique internationale pour rétablir la vérité scientifique, en dépit, bien sûr, il faut le reconnaître, de l'existence de réels dysfonctionnements dans les processus éditoriaux. Elle aurait également permis d'expliciter une fois encore les différences entre savoir stabilisé, c'est-à-dire connaissances obtenues et validées collectivement, et puis opinion ou croyance. Donc ça, c'était pour le relativisme. Et en ce qui concerne la nature de la science, quand je parlais des visions réductrices de la science, je pense que ces précisions permettraient de rappeler que la science ne constitue pas seulement, comme on a bien voulu, enfin comme ça a été beaucoup envisagé pendant la Covid, pas juste un simple outil de résolution de problèmes, mais d'abord, et je dirais avant tout, un moyen spécifique d'accroissement des connaissances. Donc, contextualisation, explicitation de la démarche scientifique,
Troisièmement, à la faveur de sa pratique, hein, toujours, le chercheur peut, je crois que c'est important aussi, dévoiler la manière dont les résultats des recherches sont communiqués et partagés au sein même de la communauté scientifique avant même de l'être avec le public. Je prends encore un exemple. Le chercheur peut expliquer, de manière incarnée, que seuls les résultats positifs sont publiés. C'est-à-dire que sur l'ensemble des expérimentations, des données qu'on obtient, seuls les résultats positifs sont publiés dans les revues spécialisées, hein, tout simplement parce que les éditeurs refusent de publier les autres. Autrement dit, les résultats négatifs ou même les résultats ininterprétables ne le sont pas publiés, même s'ils sont robustes. Et c'est important aussi parce que, en expliquant cela, le chercheur peut lutter cette fois-ci contre une image faussement positiviste de la science. Parce que dans la réalité, la science n'explique pas tout et n'interprète pas tout ce qu'elle met en évidence non plus. Et je crois que ça aussi, c'est important d'en avoir conscience. Quatrièmement, pour ne pas faire trop long, le chercheur peut évoquer aussi en connaissance de cause les aspects problématiques de la recherche contemporaine. Les présenter et aussi discuter des moyens mis en œuvre ou inventés d'ailleurs pour les amoindrir, ces aspects problématiques. On peut par exemple traiter du régime d'économie de la connaissance qui a été évoqué ce matin, du productivisme scientifique, de l'instrumentalisation politique du savoir, enfin tout ça on en a parlé, et aussi des clivages disciplinaires. Et concernant les réponses à y apporter, le chercheur peut par exemple faire part de l'engagement de la communauté scientifique dans la science ouverte, afin notamment que les résultats de la recherche publique soient publiquement accessibles, c'est-à-dire publiquement disponibles, facilement et gratuitement accessibles à tous. Je crois que c'est important. Et il me semble qu'un tel discours, si précisément il émane d'un acteur de la recherche, eh bien, serait de nature à accroître la confiance envers la communauté scientifique et la recherche scientifique. Alors, pour conclure, je dirais que de ces différentes manières, donc j'en ai cité 4, mais il y en a bien d'autres, je n'ai pas le temps de les développer, mais nous pourrons discuter s'il y a des questions à ce sujet. Le chercheur peut, par son statut spécifique, contribuer à démystifier tout simplement la science et ainsi à rapprocher science et société. Alors malheureusement, trop peu de chercheurs le font, et certains participent même à alimenter la défiance envers la science, on l'a vu à l'occasion de la pandémie. C'est pourquoi l'une des conditions de possibilité de ce rapprochement entre science et société réside à mon sens dans la diffusion d'une véritable culture de l'éthique de la recherche dans la communauté scientifique. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a œuvré en ce sens en publiant en 2016 un arrêté stipulant que les écoles doctorales devaient veiller à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Alors, c'est évidemment une bonne chose. Cependant, il y a des réserves, c'est-à-dire que la nature, le plus souvent théorique, des formations qui sont proposées, leur fréquente focalisation sur les questions d'intégrité scientifique, qui relèvent de déontologie et non pas d'éthique réflexive, et aussi la limitation de ces formations aux doctorants, ne permettent pas une réelle appropriation de l'éthique de la recherche dans sa composante réflexive, justement par l'ensemble de la communauté scientifique. Alors, en réponse à ces lacunes, différentes actions se mettent localement en place afin de favoriser cette appropriation par chacun sur le terrain. Je pense notamment à la promotion de lieux de réflexion interdisciplinaires sur l'éthique même du chercheur, ou bien, autre exemple, aux initiatives qui visent à réviser à la fois le rôle et le fonctionnement des comités institutionnels d'éthique de la recherche, c'est-à-dire des CER et non plus des CPP. Voilà, il me semble que ces actions qui visent à responsabiliser le chercheur constituent un des leviers majeurs de la restauration du dialogue entre science et société. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je suis à votre disposition pour répondre à des questions.
Merci beaucoup. Alors déjà, merci pour avoir précisé que ça fait partie d'une des tâches des chercheurs et c'est réglé par une loi. Je ne savais pas ça, en fait. Et aussi, je me questionnais si, comme vous disiez, de aussi publier des résultats qui ne sont pas nécessairement positifs sur les revues scientifiques, si ça ne pourrait pas causer de la méfiance par rapport au grand public. Parce que je comprends que les scientifiques savent que la science n'attend pas toujours des résultats positifs, mais peut-être les grands publics auraient plutôt de méfiance envers ça. Je ne sais pas, je ne suis pas... Oui, je comprends votre interrogation, mais c'est aussi une manière, il faut être peut-être précis sur ce que j'appelle résultat positif ou résultat négatif. Et quand on formule une hypothèse, on mène des expérimentations qui visent à la confirmer ou à l'infirmer. En général, quand on l'infirme, c'est considéré comme négatif parce qu'on a parlé de l'économie de la connaissance. Hein. Les éditeurs de revues scientifiques comme les éditeurs des médias, d'une certaine manière, ont besoin d'être lus et ont besoin d'apporter des résultats positifs dans le sens où on a découvert quelque chose de nouveau qui va apporter une application qui répond à un problème donné, quoi. Un résultat négatif, ça peut être, je me pose la question de savoir si telle molécule est impliquée dans tel processus. Enfin là, je parle de biologie, excuse-moi, parce que c'est mon domaine initial. La réponse peut être aussi, non, cette molécule n'est pas impliquée dans ce processus-là. C'est ça que j'appelle un résultat négatif. Mais ça n'intéresse personne. Or, ça devrait intéresser. C'est ça que j'appelle un résultat négatif. Ce n'est pas un résultat il peut être robuste, un résultat négatif. Et même souvent, il est aussi robuste qu'un résultat positif, comme un résultat ininterprétable. J'ai trouvé une implication de 2 paramètres dans tel processus, mais je ne sais pas les imbriquer, je ne sais pas les interpréter, je ne sais pas comment ils opèrent ensemble. Et ça peut être ça, un résultat ininterprétable. Sauf que ça, la société n'en a jamais conscience, quoi. Et même lorsqu'on fait des expérimentations, on mène une batterie d'expériences, toujours un petit peu différentes. Enfin, on les répète chacune beaucoup de fois, et finalement, on publie les résultats qui permettent... on est jugé parti quand on écrit un article scientifique, c'est-à-dire qu'on le fait honnêtement, mais on a évidemment que quand on pose une question scientifique, on a une intuition à la base qu'on essaye de vérifier de manière tout à fait rigoureuse. Mais on va avoir tendance à publier ce qui confirme notre hypothèse initiale, ou alors qui a fait naître une hypothèse secondaire et très intéressante et qu'on vise, qu'on pense intéressante à exploiter. Mais l'ensemble n'est pas publié et c'est important de le savoir. Ok, merci beaucoup. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre encore différemment à votre question, un résultat ininterprétable, ce n'est pas parce que moi, enfin je dis moi, si je me prends, c'est pas parce que moi je n'ai pas réussi à interpréter ce résultat-là que d'autres chercheurs ne pourront pas interpréter ce résultat-là à la lumière de leurs expérimentations à eux. Et donc c'est ça aussi la science ouverte, c'est de mettre à disposition de tous les données accumulées pour enrichir c'est vraiment avoir conscience de l'intérêt général, vraiment l'intérêt d'une discipline, mais l'intérêt de la science en général et l'intérêt pour la société de tout ce qu'on peut produire. Merci beaucoup pour la précision. Oui, c'était plus clair pour moi. Pour tout le monde. Bienvenue, Monsieur Santolini. C'est la 3e intervention de la table ronde. Et du coup, vous êtes chercheur en sciences du vivant, en biochimie, et responsable du laboratoire stress oxydant et détoxication au CEA Saclay, et administrateur de l'association Sciences citoyennes, où vous interrogez les rapports entre la science, la société et la démocratie. Selon vous, pour améliorer les rapports entre la science et la société, il est nécessaire d'introduire un 3e acteur, à savoir le champ politique,
Du coup, je vous pose la question, comment vous pensez que montrer les enjeux politiques de la science peut aider à réduire la méfiance des citoyens envers les savoirs scientifiques? Merci. Merci. Je vais commencer par me situer un petit peu, expliquer d'où je parle. Donc, effectivement, je suis chercheur et j'interviens énormément, pas énormément, beaucoup dans l'espace public, en particulier dans le champ de mon expertise. Vous avez peut-être suivi la controverse sur les additifs nitrés dans la charcuterie. Voilà, c'est un des espaces où j'interviens de différentes façons dans l'espace public. Oui, je voulais introduire cette dimension politique un peu à la façon dont Vincent a introduit la question de l'autorité d'une certaine manière, hein, comme un troisième tiers acteur, et j'aurai plaisir à discuter avec lui de cette conception. Mais avant tout, je voulais reprendre le titre de cette table ronde, car pour moi, la formulation de la question est l'origine même, enfin une des causes en tout cas, du problème qu'on essaie d'aborder aujourd'hui. Et donc, ce titre, c'est La communication scientifique, un dialogue cassé entre science et société. Alors, je ne reviens pas sur le terme de communication scientifique qui est extrêmement vague, qui n'arrête pas de changer et qui recouvre aujourd'hui une très grande multiplicité de formes. Je souligne ça parce qu'on avait parlé du langage, hein, plutôt dans la matinée. Et effectivement, pour s'entendre, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on ait tous la même définition des mots, ou en tout cas que ces mots aient une définition claire et précise pour qu'on puisse débattre dessus. Et justement, dans le cas de ces mots, il y en a deux qui me posent problème, le mot science et le mot société. Et je ne sais pas de quoi on parle lorsqu'on parle science et société. Parce qu'en fait, la science et la société, ça n'existe pas. Ce sont des espèces de mots valises qui ne représentent pas grand-chose. Alors, je ne dis pas ça juste pour vous, parce qu'en règle générale, y compris la science citoyenne, on parle de relations science-société. Et c'est un problème en soi parce que ça veut dire qu'on oppose d'un côté une espèce d'archétype, d'idéal de science ou de scientifique, un prototype, et de l'autre côté, pareil, un citoyen qui serait le citoyen modèle, et on regarderait les interactions qu'il y a entre ces deux pôles. Et Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense que c'est ça le problème. Lorsqu'on réduit la situation à juste une polarisation, un problème de communication entre d'un côté un scientifique idéal, fantôme, et puis de l'autre côté, un citoyen tout aussi fantôme, non seulement on pose mal la question, on y apporte de mauvaises réponses et on crée finalement de nouveaux problèmes. Et dans le cadre, alors c'est peut-être ça, hein, dont il est question, d'une forme d'éthique journalistique, je rajouterai une autre maxime qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'avant d'essayer de résoudre des problèmes, on essaie surtout de ne pas trop nuire. Concrètement, ici, je voudrais revenir sur quand même la question et le problème en lui-même qui serait que voilà, les scientifiques ne sauraient pas communiquer ou que, comme on a entendu beaucoup ce matin, il y aurait un problème de littératie ou d'inculture scientifique chez les individus. Pour moi, ça, c'est faux. Je ne crois pas qu'on n'ait jamais vu autant de scientifiques s'exprimer et de façon relativement claire et limpide dans l'espace public. Et de la même façon, on a parlé de société de la connaissance, mais même, je ne crois pas que cette absence de... Enfin, je trouve que c'est normal s'il y a des gens qui ne s'intéressent pas au savoir scientifique stricto sensu, que ce soit la migration de morceaux d'ADN dans le génome ou l'importance des ondes gravitationnelles pour décrire l'histoire de l'univers. Donc ça, c'est pas un problème, en fait. Et ce n'est pas là l'origine du problème qu'on pourrait dire d'incommunicabilité entre deux champs, un champ scientifique et puis un espace public. Et pour essayer plutôt d'aborder ce problème-là, je pense qu'il faut vraiment remettre dans l'équation la question de l'hétérogénéité et la complexité de ce qu'on pourrait appeler la machine science, et de l'autre côté, l'irréductibilité et la diversité également de ce qui fait société. Alors les sciences, parce que ce n'est pas la science, c'est les sciences, c'est une très grande hétérogénéité de savoir, de techniques, de normes, de pratiques, d'éthique aussi, qui se déploient dans des dimensions d'organisation, des dimensions symboliques aussi, écologiques, très, très différentes et très, très diverses. Et on ne discute pas de la même chose, et ni de la même manière avec un anthropologue de tribu amazonienne ou un physicien du CERN. Ce ne sont même pas les mêmes connaissances.
Donc, ce ne sont même pas les mêmes savoirs, ce ne sont pas les mêmes épistémologies. Et ça, c'est hyper important à le comprendre et à le saisir. De la même façon, c'est encore plus vrai lorsqu'on parle de la société ou les citoyens, qui est en fait une espèce de patchwork d'individus, de dispositifs, d'institutions qui sont tous très différents et très variés, et chacun ayant des identités, des représentations, des croyances, des intérêts extrêmement divergents. Donc, leur rapport à la chose scientifique, pour toute cette multiplicité d'acteurs, je dirais, est extrêmement différent. Ça peut être qu'on est concerné directement par un savoir. On peut faire ça de façon extrêmement détachée, comme un loisir, ou alors on peut être complètement indifférent, ce qui me va très bien aussi. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont très indifférents, hein, qui sont très ignorants, très incultes sur un très grand nombre d'autres domaines scientifiques. Donc pour moi, pour comprendre véritablement ce qui est en jeu aujourd'hui dans ce dialogue, en tout cas, qui ne fonctionnerait pas, il faut véritablement repenser la question de ce dialogue et repenser la question du rapport des savoirs dans des situations précises, qu'elles soient sociales, écologiques, des situations dans lesquelles ces savoirs s'inscrivent et en relation avec les personnes qui sont concernées, qui parlent, d'où, dans quel contexte, pour dire quoi, pour quels enjeux et avec quels problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis simplement que ce n'est pas le bon, on se trompe de problème. Le problème ne vient pas de la communication scientifique en elle-même, entre, pareil, un scientifique et citoyen fantôme, mais de notre rapport au savoir et du rapport entre ces savoirs et les questions sociales, écologiques, politiques, sanitaires qui sont en jeu. Et c'est cette tension entre savoir et politique qui est plus ou moins cassée, en tout cas moi je ne pense pas qu'elle est cassée, je pense surtout qu'elle est révélée, qu'on la voit de plus en plus. Et donc, pour moi, le problème de la communication scientifique ne se réduit pas à des enjeux de médiation ou de partage, de relations saines, de réciprocité, comme dans le sous-titre de la conférence. C'est surtout pas un problème de technique de communication, de nudge, de messages publicitaires, de marketing ou de promotion d'une marque, comme on a pu entendre ce matin. Non, le problème vient du fait que cette communication, elle est prise dans des enjeux beaucoup plus larges, qui la débordent et qui la dégradent. Et quand on essaie de faire de la communication, je reprends le terme scientifique, on pénètre dans un territoire qui est hautement miné, qui est miné par des intérêts, par des représentations et par des idéologies. Et c'est ce contexte-là qu'il faut déchiffrer, c'est cette tension que les médiateurs doivent prendre en compte s'ils veulent réussir à instaurer un dialogue. Alors, on avait pris l'exemple du Covid, à plusieurs reprises aussi ce matin, et je pense que c'est un exemple qui montre que le dialogue n'est pas cassé. C'est juste devenu une forme de cacophonie parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent non pas pour essayer de partager ou échanger des connaissances, pour essayer de faire un territoire commun dans lequel ils pourraient parler ensemble, créer une forme de maison commune, d'espace de représentation commun. Non, non. Ils sont là pour imposer un langage, pour imposer une représentation, pour imposer une vision du monde. Et c'est ça véritablement le problème, parce que cet enjeu-là est un enjeu éminemment finalement politique. Ce n'est pas le désir de connaissance lui-même qu'on a pu voir, parce qu'il n'y a jamais eu autant de recherches sur Internet ou ailleurs, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont lu des articles scientifiques, je pense, en si peu de temps. Mais le problème, c'est que personne finalement n'écoutait ce que les autres avaient à dire et que tout le monde voulait convaincre ou contraindre l'autre. Et c'était le cas de l'ensemble des acteurs dans l'espace public, y compris les médias de référence comme Le Monde. Et ce qui empêchait d'une certaine manière toute possibilité de dialogue, toute possibilité de partager et d'échanger des connaissances, toute possibilité de se livrer à la fameuse disputatio qui est très chère aux scientifiques. Donc, si l'on veut remettre un petit peu, si l'on veut restaurer un petit peu le dialogue, hein, c'est un peu ce que ma conviction de vous présenter, je pense qu'il faut d'abord mettre en lumière, objectiver les différents enjeux, ces différentes tensions politiques qu'il y a à l'intérieur des savoirs et de l'information scientifique. Et c'est la seule et unique condition, à mon sens, pour instituer un vrai dialogue entre science et société. Et c'est extrêmement difficile parce que ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. On a effectivement une très forte libido scienti qui a saisi tout le monde, mais on a une espèce de cacophonie. Ce n'est pas un problème
d'obscurantisme, de complotisme, parce que la plupart des personnes qu'on étiquette comme obscurantistes ou complotistes ne cherchent pas, d'une certaine manière, à usurper la parole scientifique ou à chercher à mobiliser l'autorité, comme Vincent l'a présenté. Aucun de ces groupes, des plus légitimes aux plus déraisonnables, ne s'est jamais revendiqué de la science. Aucun n'a eu la prétention de se proclamer expert et de dire qu'être avec lui, c'était la science qui s'exprimait. Donc, il n'y a pas eu vraiment de tromperie. Il y a eu pour moi une volonté de participer à une espèce de débat de façon extrêmement maladroite, de façon extrêmement biaisée, c'est sûr, mais il n'y a pas eu de tromperie. Pour moi, le problème, c'est, ce que j'identifie comme le principal problème, c'est cette tromperie, c'est l'instrumentalisation de la connaissance, des connaissances aussi pointues et aussi certaines qu'elles soient, au service d'un agenda politique, au service d'une intention, aussi louable soit-elle, au service d'intérêts privés. Il y a aujourd'hui, depuis une dizaine d'années potentiellement, de plus en plus de personnes qui parlent au nom de la science. La science aurait dit ceci, la science aurait recommandé cela, la science aurait imposé ce choix, justifié cette décision. La communication institutionnelle, comme on a vu ce matin, des organismes de recherche, a déserté d'une certaine façon cet espace d'intermédiation scientifique et lui a préféré effectivement du branding. Et donc, on a un espace qui est complètement vide où tout le monde se prétend d'une autorité scientifique. Et ce qui est très étonnant, c'est que à l'intérieur de la communauté scientifique, il n'y a pas du tout cette problématique. Personne ne se revendique, personne ne parle en tant que chercheur au nom de la vérité, au nom de la science. On a appris au cours de notre formation une forme d'humilité qui est de reconnaître que tous les savoirs que l'on porte ou que l'on produit sont éphémères, qu'ils sont contestables, qu'ils sont en permanence en débat. C'est l'éthos même de la recherche, c'est même la propriété fondamentale des connaissances scientifiques, c'est d'être contesté. Personne n'impose sa vérité, personne n'impose de vérité tout court, en fait. À l'inverse, à l'extérieur de la communauté scientifique, dans l'espace public, tout le monde le fait, y compris les chercheurs, hein, même en premier lieu des chercheurs, mais tout le monde sait. Et on peut se demander pourquoi, d'où vient cette injonction ou cette prétention à savoir et à instrumentaliser comme ça des connaissances qui sont pourtant extrêmement fragiles, en particulier dans le cas du Covid, extrêmement contestables. Voilà. Là, à mon avis, il y a un enjeu fort et qu'il faudra regarder. Mais ce qu'on a vu sur le Covid, on l'a vu sur d'autres champs. On l'a vu, par exemple, dans toutes les questions scientifiques qui sont en prise avec des enjeux sociaux et politiques ou éthiques très forts. Le problème de cette cassure du dialogue ou cette friction sur la friture sur la ligne, on va dire, il n'intervient pas sur des sujets pointus qui n'intéressent personne. Il intervient spécifiquement à l'intérieur de controverses sociotechniques. Et c'est parce qu'ils ont justement un lien social important qu'ils sont mobilisés, enfin qu'ils ont un impact ou une résonance sociale ou éthique importante, qu'ils sont mobilisés par un certain nombre d'acteurs. Que ce soit les OGM, le nucléaire, les pesticides, chacun va mobiliser ses connaissances au service d'une vision politique de ce qu'ils pensent être le bien, de ce qui peut même servir leur propre intérêt. Je prendrai juste deux exemples. Il y a eu le moment No Fake Science, à un moment où tout d'un coup, une série de médiateurs scientifiques, appuyés par un certain nombre de scientifiques mal intentionnés, a voulu imposer une forme d'autorité scientifique à l'intérieur d'un débat sur les OGM, sur le nucléaire, sur les pesticides, en disant « la science dit cela ». De la même façon, vous avez l'AFIS, l'Agence française d'information, l'Association française d'information scientifique, qui développe la même rhétorique. La science dit cela. Alors que la science n'a jamais rien dit de tel, et alors que ce n'est surtout pas à la science de prendre un avis, de donner une opinion ou de donner des recommandations sur des choix qui sont éminemment démocratiques. Donc, au nom de la raison ou au nom de la science, un certain nombre de personnes imposent une vision politique et neutralisent toute possibilité de dialogue, soit naïvement, soit parce qu'ils sont inconscients des implications économiques et politiques de leur discours, soit parce qu'ils sont très conscients de ces implications et qu'ils essaient de pousser un certain nombre d'intérêts industriels et financiers. Comment on renoue
un dialogue, entre guillemets, ça revient à poser la question de à quoi ça sert finalement l'information scientifique. Et même plus généralement, à quoi servent les savoirs scientifiques. Pour moi, les savoirs sont un bien commun, c'est-à-dire même ce qu'on pourrait définir comme le commun dans son essence même. Ils constituent un lien social essentiel qui permet de construire un vivre ensemble, une forme de maison commune, une histoire collective. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête lorsqu'on fait ce travail de journaliste et de médiateur scientifique. Il faut sentir cette responsabilité qui est la création, effectivement, de cet espace commun, de cet espace où on peut discuter et vivre ensemble. C'est une très forte responsabilité, c'est une responsabilité énorme d'arriver à faire dialoguer tout le monde autour de ses connaissances et avec ses connaissances. La fonction d'un journaliste, d'un chercheur, c'est pas de dire le vrai, mais de créer les conditions d'un dialogue qui intègre différents types de savoirs et différentes connaissances. Tous les savoirs et toutes les connaissances. Un dialogue qui soit en prise avec les enjeux sociaux, qui sache les mettre en contexte, qui sache les objectiver et montrer qu'ils forment effectivement un réseau de tension qui est incontournable d'une certaine manière, mais qui ne se laisse pas emporter par ces enjeux sociaux ou par les urgences ou les intentions des uns ou des autres, qu'elles soient des puissances publiques ou privées, qui ont toujours envie d'imposer finalement leurs propres intérêts et leur propre monde. Donc, c'est surtout un dialogue qui situe les discours et qui montre l'articulation qu'il y a entre les savoirs scientifiques d'un côté et des enjeux éthiques, politiques, sociaux et culturels de l'autre. Et je m'arrêterai là. Et merci pour votre attention. Merci pour cette perspective. Et en fait, je me demandais, c'est qui, en premier lieu, qui a la tâche de dévoiler ces enjeux politiques de la science? C'est aux politiciens, aux journalistes, aux médiateurs ou aux scientifiques? Chacun à son niveau. Okay. Chacun lorsqu'il pénètre dans un espace public, qui est un espace démocratique, qui est un espace justement qui est tissé de ces enjeux-là, qui vit pour porter ces enjeux-là, doit en avoir conscience et doit les intégrer dans son discours. Le chercheur, comme moi, lorsqu'il intervient, lorsqu'il écrit dans The Conversation ou qu'il écrit des tribunes, doit bien sentir cette part de responsabilité et il doit avoir une approche extrêmement réflexive. Le journaliste encore plus, parce que c'est lui qui met en scène tout ça. Et c'est lui qui a, d'une certaine manière, la responsabilité de l'impact que pourront avoir l'article, la tribune ou l'article de vulgarisation. Et puis le citoyen, parce que c'est son droit, et puis parce que c'est même d'une certaine manière une nécessité pour essayer de construire un espace dans lequel il est libre et le plus autonome possible. Ok, merci. Et je réponds à la question. Je suis donc directeur de recherche au CEA. Je dirige un petit laboratoire sur le stress oxydant, les oxydes d'azote en particulier, d'où mon implication dans la question des additifs nitrés. Ok, merci beaucoup. Et avant d'ouvrir les questions publiques, je voulais demander aux intervenants si vous avez des questions pour les autres participants de la table ronde. Sinon, on va lire les questions des chats. Ok, alors… Non, mais pour ne pas vous laisser sans réponse, je voulais vous remercier pour votre proposition, mais je pense que c'est intéressant de répondre aux questions du chat, peut-être. Ok, merci. Alors, pour poser des questions, vous pouvez soit écrire dans le chat et nous, on va les lire, soit lever la main avec les boutons et on va vous donner la parole, comme vous voulez. Déjà. On va d'abord poser cette question que Laurent a levée pour Vincent. La question était « Histoire des sciences a peu de place dans la formation des scientifiques. Ne permettait-elle pas de remplir une des conditions de ce dialogue ?» Ça, c'est une question qui était posée pour Vincent. Moi, j'aurais tendance à dire que l'histoire des sciences, comme toutes les autres disciplines réflexives sur la science,
paraissent importantes et à vrai dire assez fondamentales dans un cursus scientifique, et malheureusement elles en sont à peu près absentes. En tout cas, elles l'étaient à l'époque où j'étais moi-même en formation scientifique, et je sentais à quel point c'était dommage, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai bifurqué par la suite vers la philosophie des sciences, et je fais de la philosophie et de l'éthique par désir de me rapprocher de ça. En fait, j'avais pas envie de faire des sciences sans avoir cette dimension réflexive qui soit au centre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on fasse de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, de la socio, mais autant dans les disciplines réflexives des sciences, il faut qu'on connaisse ne serait-ce qu'une discipline scientifique, il faut qu'on sache de quoi on parle. Comme disait Jérôme Santolini, les situations concrètes. Enfin, il n'y a pas que le discours générique, général sur la science ou les sciences qui importe. Il y a aussi tout ce qui se passe sur des situations concrètes. Autant pour les scientifiques eux-mêmes, il me semble que ce serait un instrument, un outil intéressant de se doter de davantage de réflexivité, qu'on aille la chercher dans l'histoire, dans la philo, dans l'anthropo ou ailleurs. Merci beaucoup. Mais les autres participants peuvent répondre à cette question aussi. Hein. Je n'ai pas l'apanage. On a aussi une autre question. Ah, vous voulez répondre, Madame Demuth? Non, pas du tout, j'adhérais, c'est tout, c'est ce que disait Vincent. On a une question de François Bonhomme, si vous voulez, allez-y, si vous voulez allumer le micro. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis directeur de recherche émérite au CNRS et maintenant, je m'implique plutôt dans la vulgarisation scientifique. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Santolini, alors qui voulait en gros, qui a attiré notre attention sur le fait que les scientifiques dans le débat public ne devaient pas avoir une attitude surplombante ni asséner des vérités entre guillemets. Donc moi, dans le chat, j'ai mis beaucoup de posts là pour insister sur le fait que beaucoup de vérités sont en fait des incertitudes probabilisées, qu'il y a des controverses, que c'est pas facile de savoir et que c'est justement là qu'on nous attend, nous scientifiques. Et donc le point sur lequel je voudrais insister, peut-être, en me situant légèrement différemment de M. Santolini, c'est que dans un débat public, certes, auquel participent des scientifiques et des non-scientifiques, il ne faut pas que le scientifique oublie que lui aussi est un citoyen. Et si les citoyens relativement informés comme les scientifiques se privent de donner leur opinion du fait que parce qu'ils seraient scientifiques et qu'ils connaissent les incertitudes liées à la méthode scientifique, ils ont un nécessaire devoir de réserve, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ce seront les gens les moins informés qui ne se priveront pas d'avoir des prises de position tranchées. Donc moi, mon point de vue, il est certes qu'il faut expliquer, donner toutes les informations dont on dispose, mais que le scientifique a un devoir finalement de se positionner en fonction de ce qu'il sait et en disant quel est son point de vue. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts qui soit là pour parler au nom d'intérêts privés, mais lui-même, étant donné ce qu'il sait, voilà comment il se positionne. Et ça me semble très important pour que d'autres éventuellement adhèrent et fassent l'effort d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Santolini, vous voulez répondre? Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Bonhomme, et je suis complètement d'accord avec lui, mais continuer un petit peu sur cette notion justement d'incertitude. On a utilisé plusieurs fois la question des savoirs stabilisés, par exemple. Je crois qu'effectivement, il faut que les scientifiques s'expriment, mais avec un devoir non pas de réserve, mais d'humilité. Et qu'ils soient capables de mettre en situation, d'expliciter un certain nombre de points, la façon dont ils ont peut-être produit les connaissances, effectivement, ça a été déjà dit,
mais aussi le domaine de validité de ces connaissances-là, et puis la grosse marge d'incertitude, ou en tout cas la dimension d'incertitude qui va avec l'ensemble des connaissances que l'on peut produire. Et je crois qu'il faut assumer dans l'espace public, en particulier s'il y a des controverses ou des débats, cette notion d'incertitude. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs un des premiers articles de Vincent au moment du Covid sur justement l'incapacité finalement de l'espace public à suspendre son jugement et à attendre mais qu'on y voit un peu plus clair. Il fallait tout de suite des vérités. Et je crois que le scientifique a ce devoir, ce principe de mettre en avant ce principe d'incertitude et de montrer les limites de ces connaissances. Merci. Je vais lire une question du chat. Pensez-vous que la relation actuelle entre scientifiques et société a un impact dans la relation soignant-soigné à l'hôpital? Je peux me lancer en tant que malade, peut-être. Oui, je pense. On a toujours envie de savoir. Alors, je ne suis pas médecin, mais en tant que patient, oui, je pense qu'il y a une nécessité aussi de clarification de toutes les dimensions des diagnostics que peut poser un médecin sur vous. Ça revient non pas à nier la dissymétrie de la relation et la nécessité d'instituer une autorité médicale, mais ça nécessite de la repenser ou d'en repenser la forme, de repenser cette relation-là, oui, je pense. Et on pourrait faire des parallèles entre ce dialogue science-société et puis le dialogue soignant-patient. Merci. Merci. Et il y a quelqu'un avec la main levée, si vous voulez allumer le micro et poser la question, allez-y. Oui, si c'est moi, bonjour. Bonjour. Je m'appelle François Bontemps, je suis chercheur au CNRS et je fais de la virologie structurelle à l'Institut Pasteur. La question que je voulais poser est une question générale et qui d'ailleurs se pose aussi peut-être aux organisateurs de la table ronde, aussi bien qu'aux intervenants là, qui est dans quelle mesure est-ce qu'on peut séparer la question que vous posez de celle de l'exercice, enfin des conditions d'exercice de la science, pour aller aussi bien dans la direction de Vincent que de Jérôme. Un problème majeur aujourd'hui est que la façon dont nous exerçons nos métiers fait que nous n'apparaissons plus comme garants d'un intérêt public ou commun, mais plutôt comme au service d'intérêts particuliers et au service d'une autorité particulière. En tant que chercheur d'organisme, il s'agit de l'autorité et de l'intérêt de l'État qui souvent est associé à des intérêts privés. Si vous prenez par exemple les recommandations de la Commission européenne en matière de recherche et les programmes cadres, le dernier programme cadre qui vient d'être mis en place par la Commission européenne, il apparaît clairement que dans le cadre du traitement des essais pour résoudre toutes les questions liées au climat, la Commission européenne retient deux grandes directions. Il s'agit de trouver des solutions technologiques qui passeront par le marché, alors que toute autre possibilité n'est pas explorée. Et de ce fait, une partie du problème que nous avons peut-être est que nos conditions d'exercice nous mettent dans une situation qui fait que nous apparaissons au service de ces intérêts particuliers et que de ce fait, nous suscitons la défiance, la méfiance, ou nous apparaissons comme au service d'une autorité particulière contre toute une partie de la société. Est-ce qu'on peut donc penser à la question du dialogue entre sciences et société sans penser la condition d'exercice des métiers de chercheur? Merci beaucoup. Je ne sais pas si les intervenants veulent répondre ou sinon… Moi, je peux dire peut-être un petit mot. Je suis très sensible à cet aspect-là et il me semble d'ailleurs qu'ils sont intimement liés. Si on se pose cette question-là, effectivement, comme l'a dit François Bontemps, c'est qu'il y a une défiance d'une certaine manière. Et que la relation est beaucoup plus compliquée à nouer, à tisser entre d'un côté, je dirais, le champ scientifique, le savoir, et
et l'espace public et les intérêts individuels. Parce qu'effectivement, il y a cette image qui ne vient pas de nulle part que chercheurs et que les savoirs qu'ils produisent sont inscrits dans un champ politique. C'est pas neuf, ça a toujours été le cas. Si on est aujourd'hui à l'aube d'une crise écologique et climatique, c'est parce que la recherche a été associée à un projet de société et que les savoirs qu'on a produits ont dessiné la trajectoire de cette société-là. C'est juste que maintenant, ça devient une forme de tension parce que c'est d'un côté nié, et on en appelle toujours à une forme toujours hors sol de savoir et de scientifique, et que de l'autre côté, c'est accru, c'est-à-dire que l'emprise des puissances publiques et privées sur l'appareil de recherche et de production de connaissances est de plus en plus forte. Et donc, on est dans cette espèce de paroxysme où finalement le discours, le lien qui est entre le discours et la réalité devient schizophrénique. Et donc, on peut comprendre que dans ces conditions-là, oui, il y a une augmentation de la défiance et oui, qu'il est beaucoup plus difficile pour un chercheur, le mieux intentionné soit-il, de faire valoir son engagement pour l'intérêt général ou simplement sa volonté d'échanger et de partager un certain nombre de connaissances dont il serait le dépositaire. Oui, effectivement, moi j'irais dans ce sens-là également. Évidemment, les conditions de production de la recherche comptent beaucoup dans le débat public et l'expression que les chercheurs peuvent avoir dans le débat public. C'est toutes les questions qui sont liées à l'intégrité de la recherche, dont on a beaucoup parlé à l'Espace Éthique Île-de-France et avec l'Université Paris-Saclay dans le cadre de Politis. Et puis, c'est une question qui se pose en toile de fond dans beaucoup de débats, comme par exemple la question du Health Data Hub. On a parlé il y a quelques jours de la question de l'utilisation secondaire des données, c'est-à-dire que vous utilisez un outil, vous allez faire une radio par exemple, ou vous utilisez un outil en ligne et vous signez un consentement pour l'utilisation de cet outil en ligne. Les données, il y a certaines données qui doivent être utilisées pour pouvoir traiter votre dossier obligatoirement. Et puis, il y a d'autres données qui ne sont pas nécessaires pour traiter votre dossier, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre de la recherche. Donc, vous signez un consentement. Et là, il y a beaucoup de méfiance dans la signature de ce consentement ou d'ignorance. Et c'est évidemment lié au fait, à ces questions-là. Pour quelles raisons est-ce qu'on va utiliser mes données? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quelles sont les finalités de l'utilisation de mes données? Et derrière ça, il y a évidemment les finalités de la recherche, le cadre de la recherche, la protection de la vie privée. Enfin, il y a toutes ces questions, évidemment, qui concernent la production de la recherche et la réalité de la recherche derrière ça. On pense aussi à Bruno Latour et à sa sociologie des laboratoires de recherche, montrant que, effectivement, il n'y a pas une science pure, universelle et objective qui se produit, mais en réalité, il y a un réseau d'acteurs qui résonne avec un réseau de personnes qui financent ou un réseau d'administration, d'administrateurs. Donc oui, je pense que c'est inévitable de penser la production de la science, surtout si on se situe comme dans cette table ronde, dans une perspective d'espace public. Et on voit bien avec un philosophe comme Habermas ou avec d'autres philosophes qui ont pensé l'espace public, et comme le disait Jérôme Santolini, que l'espace public, il n'est pas du tout monolithique. Il est fait de tensions, de forces en présence, de forces sociales en présence, et d'enjeux politiques, d'enjeux techniques, d'enjeux sociaux. Et donc, c'est ça qu'il s'agit aussi de penser si on veut entrer plus finement dans la question, si on veut être plus précis, il faudrait effectivement s'intéresser de manière précise à des enjeux de débat technoscientifiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais on pourrait montrer dans le débat sur les mégabassines, par exemple, dans d'autres types de débats, quels sont les acteurs en présence, faire une cartographie des controverses, voir comment les connaissances sont produites, comment elles sont diffusées dans les médias, qui intervient dans les médias, qui sont les experts. Voilà, on pourrait descendre très précisément dans ces questions. Et je pense qu'il faudra le faire à un moment donné à la rencontre entre le Master Conseil éditorial et l'Espace Éthique Île-de-France. Ça pourrait être passionnant de faire ça.
J'en profite peut-être pour conclure la matinée et cette table ronde. Je remercie beaucoup les intervenants, Karine Demuth-Labouze, Vincent Israël-Josse, Jérôme Santolini, et puis nos deux animatrices, Nicole Vassena et Jisoo Jung, voilà, qui ont animé cette table ronde de main de maître. On clôt ici la matinée pour se retrouver à 14h sur le même lien que celui-ci. Je vous le remets dans le chat. Donc à partir de 14h, on aura davantage une logique d'atelier, justement. Donc ça sera des questions beaucoup plus précises sur la mise en valeur de la recherche au sein des universités et d'autres sujets de ce type-là, sur lesquels on va pouvoir discuter avec les acteurs qui font la communication. Ça sera intéressant peut-être pour être davantage dans le concret et dans la précision d'animer ces ateliers cet après-midi. Ça va être précisément notre démarche.